Bonsoir et bienvenue dans Sport 10, votre magazine qui traite de l'actualité sportive du département, toujours en compagnie de Richard Etienne. Richard, bonsoir. Bonsoir Séverine. Ce soir, nous avons un plateau un peu spécifique, vous allez voir, de la bonne humeur, de la bonne ambiance, du talent. Il y en a ce soir à revendre sur le plateau de Sport 10. Nous avons le plaisir d'accueillir nos champions U19. C'est bien ça, messieurs? Oui. Et là, on parle de hand. Et donc, ils sont là ce soir parmi nous. Et donc, messieurs, merci d'être là. Et on accueille aussi, bien sûr, le staff technique qui a fait le déplacement. Donc, ce soir, vous l'avez bien compris, on va parler de hand. Et donc, on va recevoir donc Willan Cyprien. Bonsoir tout le monde. Ilan Bégarin. Bonsoir à tous. Morgane Terrasse. Bonsoir à tous. Sullivan Joseph. Bonsoir tout le monde. Qui est de ce côté. Et donc, qui je n'ai pas nommé. Les deux. Alors, messieurs, présentez-vous. Bon, ben moi, c'est Marcel et Steven. Marcel et Steven, oui. Et qui je n'ai pas nommé encore. Bonsoir à tous, moi c'est Lao Kimani. Voilà, et donc on a fait le tour et bien sûr ces messieurs avaient donc un staff pour les encadrer et donc on va commencer par les femmes présidents, vous n'êtes pas, je ne sais pas. C'est qu'on veut le travail. Donc Sladjana Topic, bonsoir. Bonsoir à tous. Et puis donc Naïti Padou également qui était donc du déplacement. Naïti, bonsoir. Bonsoir Kevin. Bonsoir Etienne. Bonsoir. Et donc le président, un président heureux ce soir, donc qui est parmi nous, donc Gérard Rondy, bonsoir. Oui, bonsoir. Je tiens à préciser que dans le staff, il y avait aussi Marie Djeric, le kiné. Oui. Voilà, Oui. Qui n'est pas là ce soir, mais qui faisait partie également du déplacement. C'est important. Donc voilà, et donc Richard, on parlera donc également de rugby. On parlera de rugby en fin d'émission, bien sûr, puisque bon, il y a un tournoi très intéressant qui a lieu, en tout cas ce week-end, du côté du Moule. Et puis évidemment, le traditionnel programme des manifestations sportives. On parlera de foot, on parlera aussi de volley, et puis voilà. On parlera également de judo, on parlera de badminton et bien sûr on parlera également donc de vélo puisque ce week-end il y aura également du cyclisme sur l'antenne de Canal 10, mais un programme très très chargé en sport sur notre antenne et bien sûr si vous restez avec nous vous allez pouvoir découvrir tout ça. On va commencer bien sûr avec le hand puisque ce soir vous êtes à l'honneur messieurs. Donc, c'est votre grand moment, on va dire. Depuis une semaine, vous êtes, on va dire, sous les feux de la rampe, encore plus, même plus d'une semaine, hein, puisqu'il y en a qui ont enchaîné 2 compétitions. Donc, du coup, racontez-nous un peu comment s'est passée cette aventure, comment vous l'avez vécue. Vous allez parler chacun votre tour. Et donc, on veut tout savoir. Peut-être avec tout le monde aura la parole. Hein. Terrasse, donc, on peut-être commence. D'abord. Tout d'abord, ça a été difficile parce qu'il y a eu certains qui ont enchaîné avec d'abord 2 semaines en France parce que certains avaient une compétition, à vrai dire, départementale. Et ensuite enchaîner, les IHF étaient très difficiles parce qu'il y avait un peu de fatigue. Mais avec l'aide de certains camarades comme Marcel et Larou, ça a été plus facile pour nous de pouvoir récupérer. Terrasse, juste à côté. Terrasse, on a retenu. Désolé. Il a raison parce qu'en fait, enchaîner 2 compétitions, c'est vrai que c'est fatigant. Heureusement qu'on avait d'autres coéquipiers aussi, on les souligne, ceux qui sont Joe et Yannick, ceux qui sont en France aussi, et les autres, même s'ils ne sont pas là ce soir. Ça fait toujours plaisir en fait d'avoir beaucoup d'entourage, des coéquipiers, parce que ça soulage un peu les autres joueurs. Pour soulager aussi les postes, même si ce n'est pas leur poste attitré, mais au moins ça fait plaisir qu'ils complètent un peu ce collectif. À côté Ilan, c'est ça? Cyprien. C'était pas évident avec les 2 compétitions. Il y a eu de la fatigue, comme ils ont dit. Et on a donné tout ce qu'on avait et on est fiers de nous. Derrière. J'ai dit que tout le monde allait parler. Hein. J'ai averti. Bon, cette compétition a été une belle aventure. Oui.
Et franchement, ça m'a fait plaisir d'être là et de soutenir l'équipe et mais aussi d'être comment dire ça, collectivement bon. Et ben voilà, on a ramené la coupe à la maison, tranquille. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. D'accord. Et puis voilà quoi. Hein. À côté? Alors, je vais suivre le même point de vue que Steven. C'était une belle aventure, même si c'était un peu dur. On sentait la fatigue, il y avait match presque tous les jours. Mais au final, on a ramené la coupe et on est assez fiers. Sullivan? Pour ma part, comme ils ont dit, ça a été très fatigant. Pas facile du tout d'enchaîner 2 compétitions. Malgré ça, on a gardé le collectif, on a gardé la tête haute. On a suivi les conseils des coachs et de tout le monde. Et puis on a ramené la coupe à la maison. Et grand merci à nos parents qui nous ont encouragés pendant les 2 compétitions, à ceux qui ont fait les 2 compétitions, à tout le cadre et ceux qui sont en France. Et moi, j'ai ramené 2 coupes. Oui, je suis très fier. toi t'as ramené plus de coupes à la maison. Alors messieurs, une première victoire pour vous, ça a été justement face à Tahiti, si je crois bien, sur le score de 43-18. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Quelle a été votre réaction? Qui c'est qui veut prendre la parole? Première réaction. On savait que Tahiti, ce n'est pas une équipe très forte. On a tout donné, on devait tout donner. C'était le premier match de la compétition, rentrer dans la compétition et c'est ce qu'on a fait. On dit que c'est en mangeant que l'appétit vient, hein, c'est ça, on est bien d'accord. Oui. Ensuite, ça a été une deuxième rencontre pour vous, où ça s'est très bien passé. Oh, très bien. 32-32, score de parité. Là, vous vous êtes dit, c'est peut-être dû au fait que nous avons remporté la première rencontre, qu'il va falloir se surmotiver pour la prochaine rencontre. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? On ne s'est pas dit grand-chose. Hein. Ouais. On s'est dit qu'il fallait rester sérieux. Au final, on n'est pas resté sérieux jusqu'à la deuxième mi-temps, ce qui nous a pénalisé. On menait, je crois, +8 à la mi-temps et ils ont rattrapé parce qu'ils sont restés forts du début jusqu'à la fin. Mais bon, ça nous a pénalisé, mais c'est pas grave. Oui. On est quand même champion. Oui, quand même champion avec une troisième rencontre. Donc 39-29. Et là, c'était face au Georgia. Là encore, vous vous êtes dit, on est proche de la qualification, en tout cas proche de la finale. Et il va falloir mettre le paquet. C'est ça en fait. Quand on a vu tout ce qu'on avait donné, les 2 premiers matchs, on s'est dit, bon allez, c'est presque la fin, pourquoi pas tout donner sur les 2 qui suivent. Donc du coup, de voir aussi que beaucoup de joueurs qui ont différentes compétences aussi, de voir de nouveaux personnages, parce que bon, c'est de jouer ici en Guadeloupe, bon, on voit souvent les mêmes personnes, je joue contre tous mes coéquipiers qui sont là, mais de voir d'autres joueurs qui sortent un petit peu partout et de voir que nous, les Guadeloupéens, on peut montrer de ce qu'on peut faire contre ces autres équipes-là. Moi, pour ma part, je ne sais pas pour les autres, mais moi, ça me fait vraiment très plaisir de voir qu'on peut donner ce résultat-là et de soutenir, de ramener la coupe à la maison. Et puis, Séguine, la dernière rencontre, et oui, c'était face au Nicaragua, 46-38. Il y avait du suspense. Beaucoup de suspense et beaucoup de fatigue aussi, parce que franchement, on ne va pas dire, bon, certes, il y a beaucoup de blessés, on ne va pas se mentir, mais on ne s'est pas focalisé seulement sur les blessés. On s'est dit, moi, c'est la fin, on donne tout, on lâche rien, c'est la dernière ligne droite. Bon, après, le repos, c'est après. Mais franchement, Nicaragua, c'est une belle équipe quand même. On a tout donné, franchement. Surtout avec un bon gars comme dans l'effectif, quand même, c'est vraiment bien. C'est vraiment la fierté. C'est vraiment la fierté. Et justement, Président, vous, avec cette belle jeunesse, parce qu'on se rend compte que il y a eu ces 2 années, on va dire, de Covid où là, ça a été compliqué, mais le hand est reparti fort, puisque ça fait quand même, effectivement, eux, ils sont revenus avec la coupe, mais il y a eu d'autres catégories qui sont parties aussi et qui ont pu disputer ce championnat. C'est vrai que cette ouverture, c'est une très, très belle opportunité pour nos jeunes et on sent vraiment toute la satisfaction. Donc, en tant que président, c'est important de pouvoir ouvrir justement sur l'extérieur et d'offrir cette chance à nos jeunes talents du hand. Oui, je reviens toujours sur ce qu'on a dit. Pendant le Covid, on n'a jamais arrêté avec les jeunes. On a arrêté avec les seniors une année, enfin une demi-année.
mais le handball ne s'est jamais arrêté. Et donc, eux, principalement, il y a une partie, vous avez compris qu'il y a une partie qui est au pôle accession de Basse-Terre, et une autre partie qui joue dans les clubs, et plus 2 qui sont en métropole. Donc, eux, ils sont toujours restés, en fait, en compétition pendant ces années Covid. Ils n'ont pas arrêté. Ils n'ont pas arrêté de jouer. Le pôle a continué à fonctionner. Les sélections continuent à fonctionner, etc. Donc, maintenant, cette opportunité de jouer au niveau international, elle nous est donnée parce que, avant nous, les autres équipes de ligue, les autres CA, ont travaillé pour ça. Le président CTS, M. Malinure, Mme Moka, etc., M. Eddy Couriol, ont travaillé pour que la Guadeloupe soit intégrée dans ce concert international. C'est ce qui nous donne la possibilité maintenant de faire jouer ces jeunes à ce niveau-là. Donc ils vous ont expliqué un peu qu'ils ont joué en fait 2 compétitions, ceux qui sont au pôle. Ils ont joué une compétition nationale, pas départementale. Ils ont joué une compétition nationale où ils ont joué la finale. Oui, ils sont arrivés en finale. Alors c'est avec une sélection Antilles-Guyane, il faut bien le préciser. Donc eux, c'était les sélectionnés de la Guadeloupe dans la sélection Antilles-Guyane, mais ils ont fait la finale. Et ils ont enchaîné tout de suite derrière. Ils ont pris 3 avions pour arriver au Costa Rica. Et pour jouer au Costa Rica dans la foulée, c'est-à-dire qu'ils sont sortis de Nantes. Et ils ont dormi une nuit à Paris, ils ont repris l'avion, ils ont été au Costa Rica, ils ont joué le lendemain. Et au retour, ils ont vie de pro, en gros. un mois de périple, pratiquement, 3 semaines de périple. Mais là, c'est vrai, vous disiez quelque chose de très intéressant, l'intégration, en quelque sorte, eh bien, de cette catégorie, c'est-à-dire le IHF Trophy, justement, dans le système. Ça s'est passé en 2012, si mes souvenirs sont exacts, et c'était dans la Caraïbe, je crois que c'est du côté de Saint-Domingue, où il y avait Francis Malinure, et puis également, et puis il y avait aussi le président de la Fédération française qui était là à l'époque, et je crois le président qui s'appelait Philippe Bana, c'est lui qui était là. Il était DTN à l'époque, voilà. Directeur technique national. Franchement. Et aujourd'hui, eh bien, on a tout le fruit, et notamment ce qui s'est passé en 2022, lorsque vous êtes parti au Mexique, où il y a eu vraiment un travail exceptionnel des gamins qui se sont qualifiés, qui ont battu le Mexique. Ça, je crois quand même qu'il faut le signaler aussi. Tout à fait. Oui. Oui, parce que c'est un peu compliqué à expliquer ce style, ces compétitions. Nous ne sommes pas une fédération à part entière, puisque la Guadeloupe n'est pas proprement parlé une nation. Donc nous sommes une fédération associée. Donc on nous permet de jouer certaines compétitions et pas d'autres. Quand on a joué au Mexique, on a joué vraiment sur le plan continental, c'est-à-dire qu'on a été champion et on a battu effectivement toutes les équipes. On est la meilleure équipe de la Confédération nord-américaine. C'était les U18, hein, pour la précision. U19, non, enfin, c'est U19. Enfin, c'est la même équipe. D'accord. Et donc on a battu toutes ces nations-là. Donc on peut dire qu'on est la meilleure équipe d'Amérique du Nord et de la Caraïbe. Mais ça nous donnait la possibilité d'être qualifiés pour la Coupe du Monde, mais on ne pouvait pas l'être. Donc on a été donc, sur cette compétition IHF Trophy qui en fait regroupe tous les meilleures équipes, mais à un certain niveau continental. Donc ce ne sont pas, effectivement, c'est pas la Coupe du Monde, pour laquelle en fait on s'est qualifié 2 fois, puisque au Mexique il y avait une place qualificative, on l'a prise mais on n'avait pas le droit, et là on s'est requalifié encore pour la Coupe du Monde, mais on ne peut pas toujours la jouer, mais il n'empêche qu'on sort devant un certain nombre de nations qui sont comme le Nigeria à plus de 100 millions d'habitants, le Mexique a plus de 100 millions d'habitants, etc., des nations qui ont 50 millions, 100 millions d'habitants, et donc c'est ça qui est la satisfaction. On ne peut pas dire qu'on a la meilleure équipe U19 du monde, on ne peut pas dire ça puisqu'on n'a pas joué la Coupe du Monde. Il vous manque cette possibilité vraiment d'aller vous confronter au plus grand. Je pense que vous en avez envie, hein, messieurs, si vous aviez la possibilité. Alors ils peuvent le faire avec l'équipe de France. Bon, après, ça, c'est pas la même chose. C'est vrai, ça n'a pas la même saveur. Hein. C'est la difficulté. Justement, en tant que manager de l'équipe, je suppose que ça aussi, ça a été difficile pour vous parce que vous avez enchaîné également les 2 déplacements. Donc, il faut préparer tout le monde. Il faut donc pouvoir aussi préparer les organismes, gérer. C'est une compétition qui s'est préparée également. Donc, du coup, dites-nous tout.
comment, du coup, ça s'est préparé, ces déplacements? Ces déplacements. Comme les garçons ont déjà dit, au-delà de la fatigue, je pense que le mot-clé, c'était l'adaptation. Parce qu'on savait en arrivant en Costa Rica que, heureusement que le premier match, c'était Tahiti. Parce que nous, en fait, ensemble, cette équipe-là qui est partie au Costa Rica, on n'a jamais réellement travaillé tous ensemble. D'accord. Parce que, par exemple, maintenant que je reviens en arrière, on n'a jamais travaillé la défense, par exemple. Donc, pour ça s'explique certains résultats. Quand on prend 38 buts, c'est complètement contre la philosophie que j'aimerais bien installer chez ces jeunes garçons. Et après, Naïti, elle était témoin. Les matchs, ils s'est préparé de jour au jour, en fait, par rapport aux adversaires. Donc, je regardais qu'est-ce qu'on a en face, comment nous, on peut exploiter notre point fort, comment on peut arrêter leur point fort, comment nous, on peut cacher nos points faibles, parce que des fois, on jouait sans aucun gaucher parce qu'Ilan, il était blessé pour un match. Et déjà, dans l'équipe, on n'avait que deux gauchers. Donc, tout cela, je pense que ça ajoute une difficulté supplémentaire. Et je pense que d'autant plus, cette coupe et ces médailles, ils ont beaucoup plus de mérite. Parce que les autres équipes, ça travaille vraiment comme des nations. Ils ont des stages, ils ont des matchs amicaux, ça travaille vraiment comme des vraies équipes nationales jeunes. Alors que nous, l'équipe, ça faisait 9 garçons qui sont au pôle, 3 garçons qui jouent à Ligue Guadeloupéenne Intrépide et 2 garçons qui sont passés par pôle, mais qui sont aujourd'hui en métropole. Donc l'équipe tous ensemble. Si je dis 90% d'équipes, on a fait un stage au mois de décembre de 3 jours. Et en février, 75% d'équipes, on a fait un entraînement. Je pense que cet exploit d'aujourd'hui, ça a encore beaucoup plus de mérite. Et dans ce tournoi, est-ce que vous aviez un support vidéo, par exemple, pour voir Bien un sûr. petit peu évoluer les autres formations? Bien sûr, Oui. bien sûr. Ça vous a servi énormément? Bien sûr, je dormais peut-être 3 heures par nuit. Je dormais peut-être 3 heures par nuit parce que je pense que sur les compétitions comme ça, on n'a pas le droit de se louper. Je pense que quand on sort de terrain, quand on sort de la salle, on doit se regarder au miroir et dire au moins on a tout donné. Équipe contre un Nigeria, on montre qu'on est supérieur à la première mi-temps. Ça aurait pu nous coûter le titre, mais heureusement, des fois, les étoiles, ça s'aligne pour que les choses se passent, que ça bascule de le côté qui le mérite. Parce que moi, je dis on avait un peu de chance, mais la chance aussi, ça se mérite. Et je pense contre un Nigeria, ce qui nous coûte un peu, c'est justement la défense. Qu'on n'a vraiment jamais on n'a eu pas d'occasion de travailler ensemble. Mais après, comme je dis, on l'a mérité et puis je pense qu'on n'a rien volé à personne. Oui, et il y a eu le travail de vidéo, de stratégie par rapport à l'équipe adversaire, beaucoup. Très important, mais il fallait trouver les mots justes justement pour mobiliser en quelque sorte les gamins. Alors, qu'est-ce que vous leur avez dit? C'est important. Ils sont pas simples, je veux dire qu'ils sont pas simples. Vous n'avez besoin de rien? Rien. On fait ça pour le pays. J'aime bien travailler dans la confiance, mais des fois, il faut pousser un peu la voix pour qu'il entende certains discours et certains messages à passer parce que c'est vrai, autant c'est tout un plaisir de travailler avec eux, autant des fois, il faut mettre les points sur les. Voilà. Vous n'avez pas la limite? On va dire que ça a été très difficile pour le staff. Naïti, justement. Donc, vous qui étiez sur toute cette partie communication, accompagnement, encadrement, difficile à gérer ces messieurs? Difficile à gérer, pas forcément, puisque ils sont partis pour l'objectif qu'ils ont atteint de la meilleure des manières. Et ce que je dirais, c'est que c'est un groupe très soudé. Et la motivation a été le résultat, en tout cas, escompté. Et c'est vrai qu'il a fallu beaucoup parler, beaucoup les conseiller, puisque c'était pas évident. La fatigue, on ne suis pas forcément habitué à jouer à ce niveau-là, mais je pense que les qualités intrinsèques, extrinsèques de cette équipe-là ont montré qu'ils pouvaient en tout cas avoir le titre. Même ça, c'est joué à la dernière seconde de la compétition, puisque pour avoir vécu tous les matchs, avoir regardé tous les matchs, il fallait compter, à partir du deuxième match en tout cas. Quand on a fait le match nul, il fallait qu'on regarde les statistiques, qu'on regarde quelle stratégie mettre en place pour pouvoir effectivement mettre le plan de jeu et gagner du maximum de buts, d'en prendre le moins que possible, tant pour le troisième match que pour le quatrième match, puisque le Nigeria avait gagné 61-21. Ah oui, donc vous comprenez mais que la différence de buts qui s'est marquée était énorme. Mais en tout cas, je suis très content, très fier de cette jeunesse-là, en tout cas, qui a montré un parcours exemplaire.
Un parcours exemplaire, donc il y aura sûrement une suite pour ces messieurs. Donc vous espérez quoi? Vous attendez quoi pour la suite? Je suppose que vous avez tous de grands projets, entre guillemets. Donc pour vous, là, la suite, ce serait quoi? Une fois que vous avez fini votre championnat, vous vous projetez sur un départ, quelle est la suite pour vous, messieurs? La question s'adresse à chacun d'entre vous. Hein. Donc, comme tout à l'heure, vous allez chacun répondre. Pour moi, personnellement, ce serait un départ vers la métropole, comme je suis en terminale. Ce serait de trouver un centre de formation pour pouvoir plus tard poursuivre en professionnel. C'est la même chose pour lui, ils sont en terminale. Certains sont en terminale aussi. Eux, c'est de voir le centre de formation, jouer avec les plus grands. Équipe nationale, jouer avec d'autres équipes nationales aussi. Donc, en vrai, de voir qu'à notre âge, qu'on puisse gagner 2 titres, quand même, c'est quelque chose qui marque quand même pour les Galopéens. Ouais. Et que l'on a envie d'aller un peu plus loin, c'est sûr. C'est ça. De boisser un petit peu la carrière professionnelle, pourquoi pas? Oui, c'est ça. Vous envisagez justement de cette étape? Oui. Rentrer dans la salle de formation de l'année prochaine et pourquoi pas dans quelques années intégrer un effectif pour espérer jouer en équipe nationale. Oui. Bon, moi je suis en seconde, il me reste 2 ans encore. Ah. Et puis je vise le haut niveau. Et Très puis bien. après les 2 ans, trouver un bon centre de formation. Et puis, comme a dit Cyprien, d'intégrer un effectif pro avec une bonne vie, quoi. Gérard Andy. Oui, vas-y. Alors moi aussi, je suis en seconde et j'aimerais perfectionniser mon poste, apprendre avec de l'expérience, des matchs, des aventures comme celle-ci. J'ai gagné en expérience. J'ai pu voir, Bien le micro, ne le bouge Voilà. j'ai pu voir d'autres postes, d'autres personnes jouer à mon poste et j'ai appris des choses pendant cette aventure. Mais moi, je suis en première, donc il me reste une dernière année en Guadeloupe. Et tout d'abord, avant d'intégrer une équipe pro, ce que je me souhaite, c'est finir ma saison, cette saison et la saison de l'année prochaine, avec l'équipe à laquelle je joue, la ZUP, pardon, et essayer de gagner les playoffs, et on verra. Oui. Pour la suite. Vous avez bien compris que ces jeunes, ils sont dans un parcours de haut niveau, qui est le pôle. Et ici, en Guadeloupe, on a le handball a la spécificité d'essayer de conserver ces jeunes le plus longtemps possible. C'est pour ça qu'on fait fonctionner nos sections, nos pôles, on en a 3, pour les amener le plus loin possible, c'est-à-dire au moins jusqu'à la terminale. Et donc, ils ont un parcours complet jusqu'à la terminale, et ensuite, ils vont, la plupart du temps, partir, puisque le haut niveau, ce sera forcément ailleurs, donc sur la métropole, donc ils vont partir. Mais au moins, on les a gardés le plus longtemps possible dans leur famille, et au niveau de la structure, dans leur pays, la Guadeloupe, et de façon qu'ils mûrissent le mieux possible, et que quand ils partent, on soit sûr qu'ils soient mûrs. Donc ça veut dire un double projet, c'est-à-dire un projet scolaire et un projet sportif, et les deux marchent ensemble. Si ça ne marche pas ensemble, ça ne fonctionnera pas. Ouais. Donc le double projet. Alors, Gérard Andy, très franchement, l'avenue du hand, ça passe par quoi, concrètement, du hand guadeloupéen? Ça passe par du développement, c'est la première chose. Développement, ça veut dire augmenter le nombre de licenciés, augmenter le nombre de gens qui vont participer, qui vont faire du handball, augmenter le nombre de jeunes qu'on va amener vers le handball. On a les résultats, mais avec peu de monde. Donc imaginez ce qu'on peut faire si on arrive à avoir un vivier beaucoup plus important de jeunes. Imaginez ce qu'on pourrait faire. Ça passe aussi par des moyens. Et là, je me retourne un petit peu. Aujourd'hui, on avait une réunion avec le conseil régional. Par les moyens que les institutions peuvent nous donner, puisque c'est vraiment hyper difficile, surtout à la sortie de ces différentes périodes qu'on a connues. Mais c'est pour tous les sports, hein, donc je ne vais pas prêcher uniquement pour le handball, c'est pour tous les sports.
mais ça passe par des moyens accrus pour le sport, pour la jeunesse. Il ne suffit pas de dire la Guadeloupe terre de champions, etc. Il faut aussi que ça se matérialise et que quand on fait les choix et les arbitrages, que ce soit effectivement la priorité. Donc voilà, c'est vrai que c'est difficile pour tout le monde en Guadeloupe, tous les secteurs, je le comprends, mais si on peut donner un peu de priorité aussi au sport, voyez les gamins comment ils sont, ils aspirent à des choses de très haut niveau, je pense qu'il faut leur donner les moyens pour ça. Restez avec nous, bien sûr. Nous sommes donc avec cette sélection U19 qui est revenue avec un très très beau trophée ici en Guadeloupe. Et donc c'est le moment bien sûr de la pub et on se retrouve juste après pour encore échanger avec nos jeunes champions. À tout de suite. De retour sur le plateau de Sport 10 et bien sûr on continuera de parler de hand puisqu'il y a également un grand rendez-vous ce week-end que vous pourrez suivre d'ailleurs en direct sur l'antenne de Canal 10 et on vous en dira plus tout à l'heure. Mais il y a également du rugby ce week-end. Oui, Charles. il y a du rugby ce week-end et le rugby qui, vous le savez, eh bien, est en train de prendre un petit peu le pas. Il faut dire que c'est une discipline qui tente à se développer dans le département. Et nous avons Yvan Boudou qui est avec nous, Yvan Boudou qui fait partie du club du Moule. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Voilà, alors vous organisez en tout cas demain un tournoi U14 qui va regrouper des joueurs de la Martinique et de la Guadeloupe. J'aimerais que vous nous donniez des précisions concernant ce tournoi. Oui, en fait on va faire deux tournois demain. Un tournoi qu'on fait depuis 3-4 ans, qui regroupe des clubs, tous les clubs de Guadeloupe, certains de Martinique et habituellement de Guyane, sauf que c'est un peu compliqué pour certains clubs de repasser la marche par rapport à ces dernières années. Nous, on a la chance en Guadeloupe, c'est qu'on a dépassé le nombre de licenciés qu'on avait avant. Donc on va faire deux tournois. Un tournoi effectivement pour les U14 masculins, mélangé avec des moins de 15 ans féminines. D'accord, qui jouent sur le même plateau. Et après, on a un tournoi plus santé loisirs avec des anciens pour la soirée. Donc de 9h à 20h, il y aura du monde au stade. Et on aura 10 équipes jeunes et après 11 ou 12 équipes pour les plus anciens. D'accord. Alors c'est quoi l'idée, justement, et surtout de vouloir organiser un tel tournoi? Pourquoi? L'idée, c'est de montrer un peu le rugby et de faire un événement un peu festif. Les autres années, on faisait du rugby à 15 et là, on s'est tourné sur le rugby olympique, sur le jeu à 7, qui permet d'avoir des matchs un peu plus courts, d'avoir plus d'équipes et d'avoir des journées bien remplies avec un maximum de monde. Et vous attendez combien de clubs au niveau de la Martinique? On a deux clubs de Martinique. On a le Diamant qui est arrivé tout à l'heure et les Trois Îlets qui ont dû arriver entre-temps quand j'étais sur la route pour vous rejoindre. Donc c'est une compétition que tout le monde attend en quelque sorte. Oui. Ça va se passer, vous disiez, sur deux sites. Sur deux sites. On a le site principal de Gardel parce qu'on a la chance que l'usine Gardel nous prête son terrain privé pour nos activités. Et vu le nombre de personnes qu'on aura, on aura une partie le matin qui va se faire à Boivin, c'est à 5 minutes en déplacement. Et par contre l'après-midi, à midi, on ramène tout le monde au stade puisqu'on fait manger tout le monde. On prépare 200 repas pour l'événement. Et après, on termine tout sur notre site de Gardel. Habituel. Oui, j'ai reçu il y a de cela le président justement de ce club du Môle qui me disait que vous étiez à la recherche d'un certain nombre de licenciés. Vous n'en avez pas suffisamment? On en a assez aujourd'hui. On en cherche toujours plus si vous voulez, mais c'est bien reparti et au niveau de la capacité d'accueil, on est presque à la limite de déborder. Donc on s'organise pour en avoir encore plus parce que le club progresse limite plus vite que ce qu'on espérait. D'accord. Mais nous on est en place, on en cherche toujours parce qu'on aime bien en avoir plus. Combien de licenciés déjà? Alors là, vous me posez une colle. Je m'occupe plutôt du sportif. On a, je pense, on doit avoir 130, 140 licenciés jeunes. C'est quand même pas mal. Plus le rugby laser qui se développe, et là, je ne connais pas assez. Et est-ce que les parents viennent systématiquement? Parce que il faut dire que c'est un sport qui est assez récent. Dans l'esprit même, je dirais, des Guadeloupéens. Je vais vous répondre deux choses. La première, c'est que moi, ça fait 2-3 ans que je vois des enfants qui viennent d'eux-mêmes. Alors que jusque-là, on allait quand même dans les écoles, on allait les chercher, etc. Les parents connaissent, les enfants viennent d'eux-mêmes. Et oui, les parents sont présents quand on a un événement comme demain. On aura beaucoup de bénévoles pour gérer le plateau, pour gérer les repas, pour gérer tout ça. D'accord.
Alors, le tournoi même s'appelle un tournoi à Cannes. Pourquoi? C'est parce que ça se passe dans la Parce que ça se passe à Gardel, à voilà. Gardel. Donc on a la chance d'avoir un terrain qui est entretenu et qui est de très très bonne qualité, ce qui n'est pas forcément facile sur Saint-François parce que, comme vous le sachez, c'est une ville qui est assez sèche, on va dire. Et on aura un jeune homme qui vient demain, dont j'ai oublié le nom, qui en plus nous fera découvrir son jus de canne maison bio qui va présenter sur place. Voilà. Donc c'est tout un ensemble qui fait, c'est une question d'ambiance de club et puis de remerciements à Gardel qui nous aide beaucoup. D'accord. Alors que l'on voit justement les différentes équipes qui vont être engagées dans la compétition, il y a le Bastruc, le Goodluck, entre autres. Il y a aussi le tir RCDM. Le Trois-Îlets, oui. Mais ça, c'est la Martinique. RCDM, c'est le diamant, c'est ça. Oui, c'est de la Martinique, Tout à voilà. fait. Et oui, alors, qu'est-ce qu'il y a de changé par rapport aux éditions précédentes? C'est le fait justement que j'ai de passer du jeu à 15 à du jeu à 7. Le jeu à 7, c'est une formule qui est très très courte, c'est 2 matchs de 7 minutes. Donc tous les quarts d'heure, les équipes changent. Donc au niveau visuel, pour ceux qui ne connaissent pas trop le rugby, et puis au niveau spectacle, c'est un sport différent qui est plus accessible à tous. Et on voulait quelque chose qui est accessible pour un maximum de personnes et pour leur présenter une vision du rugby que tout le monde ne connaît pas, mais qui est très intéressante. Vous voyez des gros tournois de rugby à 7 à haut niveau. En un quart d'heure, vous avez les Écossais qui jouent, vous avez les cornemuses, après vous avez, je ne sais pas qui joue, vous avez les percussions, et c'est une ambiance un peu différente, on va dire. Et on essaye de se tourner vers ce rugby accessible à tous. Et ce que j'aime bien dire, surtout lorsque je reçois les représentants du rugby guadeloupéen, c'est qu'il y a toujours une troisième mi-temps intéressante chez vous. Oui, l'avant-première mi-temps a commencé ce soir. Là. Voilà. On est sur la mise en place, l'accueil. En fait, qu'on reçoit des équipes de l'extérieur pour des questions financières, mais aussi d'échanges, les enfants sont logés en famille. Oui. Donc nos parents ont récupéré tous les joueurs de Martinique, les Trois-Îlets du Diamant. Et donc les éducateurs vont passer la soirée ensemble et puis préparer le lendemain. Et c'est aussi intéressant au niveau échange, parce que c'est des gens qu'on croise 2-3 fois par an, pas plus, mais c'est vrai que dès qu'on retrouve nos amis du coup maintenant, martiniquais, guyanais, etc., c'est des moments d'échange qui sont vraiment importants pour nous. Donc je troisième aussi. De cette troisième mi-temps, pourquoi? Parce que pendant le match, c'est vrai, on ne fait pas de cadeaux, c'est même très, très brutal parfois, je dirais, mais après, tout le monde est calme. Et puis finalement, on passe à l'apéro. La meilleure comparaison, c'est le handball. C'est le sport qui se rapproche le plus de rugby. Oui. C'est l'autre sport qui a une vraie ligne de front et d'échange. Sur un terrain de handball, ça rigole pas beaucoup plus qu'au rugby. Mais je pense qu'après, ça se passe un peu de la même manière. Ouais. Vous avez l'exemple de l'équipe de France de rugby et l'équipe de France de hand. Alors, c'est souvent le hand qui gagne. Mais leur troisième mi-temps se passe rue de la Soif à Paris et les rugbymen sont là. Ouais. J'espère que la prochaine fois, c'est les rugbymen qui gagneront et que les handballeurs les accompagneront. Bien, juste pour vous dire que Canadis se fait un réel plaisir de commenter quelques matchs de rugby dans le département. Merci beaucoup. Un petit rappel concernant justement le tournoi, donc c'est le samedi 18 mars. C'est ça. Voilà, c'est ça, c'est au stade de l'usine Gardel et le stade de Bravin-le-Moule. Le matin, oui. Réservé aux catégories M14 et F15. Voilà. Donc 2 poules de développement et perfectionnement, suivi évidemment d'un tournoi pailleté en Canada. La précision, c'est que les filles et les garçons sont mélangés. Ah oui, il y a un tournoi pour ceux qui sont un peu plus spécialisés, qui entre guillemets le tournoi un peu au-dessus. Et après, pour tous les jeunes qu'on a, qui arrivent et qu'on a découvert, on fait un deuxième tournoi. Les matchs seront mélangés, seront alternés, mais on aura 2 niveaux en fait de pratique. Oui. On ne sépare pas les filles et les garçons. C'était le clin d'œil justement concernant cette discipline, Séverine, qu'est le rugby, qui tente à se développer dans le département. Voilà. Et oui, à chaque fois, on se rend bien compte qu'il tente, on va même dire, qu'il est bien implanté dans le paysage guadeloupéen. Maintenant, le rugby, et donc, bien sûr, c'est une discipline. Aussi, hein. Oui, donc c'est une discipline que vous, bien sûr, que vous suivrez sur Canal 10. Pour parler justement de discipline à suivre, on est toujours dans le hand et puis ce week-end, donc toujours un grand rendez-vous. On va dire que la planète hand reste au premier plan. On va déjà que le président passe la parole avec le sourire. À la chargée, oui, à la chargée de com. Naïti, c'est vrai que du coup, ce week-end, les matchs retour sont au rendez-vous pour les équipes seniors. Ce week-end se déroulera peut-être à la phase retour
les matchs de la Super Coupe Antilles entre les équipes de Martinique qui opposeront les équipes de Guadeloupe. Donc au féminin, on aura le Zion Handball Club, HBF, contre l'entente mondaise gauloise de Trinité. Le match aura lieu à 18h30. Et chez les masculins, on aura l'Intrépide Handball Club qui reçoit le FR Roche Carré, une équipe du Lamentin, dont je suis originaire. Et donc les matchs se déroulent à Petit Canal. Donc on vous attend très nombreux pour supporter les équipes guadeloupéennes. Un petit pincement au cœur, non? Elle n'a Non, pas ça voulu- va elle n'a pas voulu- elle n'a pas voulu le dire, mais il faut savoir que le handball, enfin l'Intrépide de Sainte-Anne a déjà remporté au combien de fois cette compétition? Alors au masculin, il me semble que c'est... Et au féminin aussi, hein, au féminin Alors, aussi. sincèrement, je ne pouvais pas compter le nombre de fois. Parce que le palmarès de l'Intrépide, de manière générale, tellement étoffé. Oui. Donc, je ne sais pas. Et en masculin, ils l'ont remporté. En 96, je crois. Je ne m'avancerai pas à dire le nombre de fois. Voilà. En tout cas, c'est une compétition, comme je vous disais, que vous allez pouvoir suivre sur l'antenne de Canal 10, puisqu'on sera en direct depuis Petit Canal pour vous faire vivre cet événement. Vous pourrez suivre la rencontre féminine à partir de 18h30 sur l'antenne, pas en télé, pardon, mais ce sera que sur Facebook. Et à partir de 20h30, vous pourrez suivre en télé et en Facebook la rencontre masculine, bien sûr. Voilà. Donc ce week-end, on est à fond sur le hand sur l'antenne de Canal 10. Messieurs, alors un dernier petit mot avant de passer à autre chose. Justement, alors on n'a pas parlé un peu de vos spécificités, de vos postes de jeu, parce que c'est vrai qu'on vous englobe, mais vous avez chacun vos spécificités. Vous ne jouez peut-être pas tous ceux qui sont présents au même poste. Donc du coup, est-ce que vous pouvez un peu aussi nous présenter là où vous jouez? Terrasse. Moi, comment vous dire ça? C'est que... C'est pas encore déterminé. En fait, c'est pas un... C'est polyvalent, en fait. Je me suis polyvalent parce qu'on me passe partout, sauf gardien. Mais en vrai, mes postes à moi, en vrai, c'est ailier gauche et demi-centre. Mais comme vous l'avez pu voir si vous avez regardé les matchs, j'ai plutôt soulagé aussi Ilan, il joue à droite, donc comme à droite, c'est quelque chose. Et de jouer à gauche aussi, bon, c'est un petit peu plus facile, mais c'est compliqué aussi de jouer aussi droite à droite. En vrai. Ilan? Moi, je joue droit. Donc, c'est plus un poste en défense, on va dire, c'est plus facile parce que il y a moins de joueurs, mais c'est aussi plus physique parce que on doit replier et on doit aller enchaîner. En fait, c'est toujours enchaîner les contre-attaques, c'est ça. C'est plutôt basé la sur la course. La course. Marcelin? Steven, toujours surpris, mais on est au même endroit, on n'a pas changé de lieu, on est sur le plateau, mais à chaque fois que je te pose une question, j'ai l'impression que... Non, mais c'est le tour de Cyprien. Ah, d'accord, mais non, c'est le tien. Moi, je jouais lié gauche. Le micro. Je jouais lié gauche. Et comme dit Bigarin, c'est très physique. Il y a beaucoup de cardio. Et voilà quoi. C'est facile, en même temps c'est pas facile. Ouais, c'est pas facile. Qui m'anime? Alors, moi je suis pivot, c'est-à-dire que moi je vais dans la défense même. Et c'est physique, vraiment contact. Je sens les coudes, c'est vraiment compliqué. Tu reviens avec des bleus? Ouais. Cyprien? Moi, je suis gardien. Le rôle des gardiens, il est un peu écarté. On est solitaire, on est seul dans nos cages. C'est pas évident. Après, moi j'aurais dit c'est le mental. Parce que si t'as pas de mental, tu peux pas être gardien. Oui, parce qu'il faut vraiment être prêt à tout moment. Tu es seul, mais il faut vraiment être prêt à tout moment pour tout arrêter. Parce que tu peux vraiment être déterminant. Un peu le dernier à part.
On va se retourner vers Sullivan. Moi, je joue sur toute la base arrière, arrière gauche, arrière droit et demi-centre parfois. Ben, moi, je suis plutôt défense parce que l'attaque et moi, c'est pas ça. c'est pas trop ça. Je me débrouille. Mais j'ai pas un grand niveau en attaque comme je l'ai en défense. Donc, ben, partout où on me met en défense, numéro 2, numéro 3, ben, je serai là pour Willan. Parce que c'est notre Faut que ce soit moi seul. Voilà. Alors, Sladjana Topic, on comprend très bien pourquoi. Eh bien, ces gamins sont revenus avec la coupe. On comprend pourquoi, parce qu'ils sont tellement motivés, puis on a comme impression qu'ils sont tellement sûrs de leur poste. Et franchement, quand ils parlent, c'est tout un régal, franchement, de les entendre. En fait, ils ne sont pas tout à fait sûrs de leur poste parce que. Mais c'est vrai. Ça peut changer. Justement, mais ça fait aussi richesse de cette équipe parce que justement, avant de la compétition, la première réunion, ils se rappellent bien. J'ai bien dit, il n'y a que les gardiens qui vont jouer à leur poste et Kimani qui va être pivot. Tous les autres, ils vont tourner et puis aider à l'équipe. Justement, la preuve, c'est Sullivan qui a 2 fois gagné le trophée des MVP. Grâce à sa défense. Donc ils sont polyvalents. Et, la majorité, il peut jouer vraiment partout. C'est leur qualité aussi. Ils ont des postes spécifiques, mais des fois, quand l'équipe a besoin, s'il y a des blessures, etc., donc ils s'adaptent. Ils s'adaptent, c'est très important. En globalité, c'est ça en balle moderne, c'est que même tous les jours, on peut jouer à n'importe quel poste et de voir comment ils se débrouillent aussi sur ces postes-là. On va souligner quand même notre préparateur physique qu'on appelle Guina, mais Victor Mian, quand même, parce que regardez-nous quand même tous les jours, salle de muscu, enchaîner tout de suite les entraînements, c'est que quand même, il y a un gros travail aussi qui se fait derrière. Président, on va dire que le staff que vous avez aujourd'hui, au niveau du pôle, même au niveau tout ce qui a été fait au niveau des clubs, on va dire qu'on a atteint un très très bon niveau dans la formation au niveau du hand guadeloupéen. Formation, il y a beaucoup de travail encore. On remet les choses en place parce que le grand espace qu'on a eu là nous a coûté cher à tout le monde, hein, tous les sports. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on remette en place la formation. Mais comme je l'ai dit, eux, ils n'ont jamais arrêté. C'est ça leur chance. Mais on doit relancer la formation des cadres, la formation des arbitres. C'est notre point faible en ce moment. On a du potentiel, on a des qualités. Et puis on a des gens qui ont de l'expérience. Par exemple, Naïti, ce groupe-là, elle est habituée à jouer les grandes compétitions, les choses comme ça. Donc elle est en capacité d'encadrer le groupe. Et Sladjana, on n'en parle pas, c'est une internationale. Elle a joué au très haut niveau. Et donc, elle se lance dans la carrière d'entraîneur, il faut le dire, et elle commence par des bons résultats. Donc, comme quoi c'est pas mal. C'est pas mal. Elle prend des titres dès la première année, mais on ne regrette pas de l'avoir embauchée comme CTF, conseiller technique fédéral. Parce que déjà, elle montre ses capacités. Elle vous l'a dit, hein, elle fait entraîneur, mais elle fait aussi vidéo. Elle va se coucher à 3h du matin pour faire des découpages de vidéos. Que demander? Et à 7h, 6h, elle est debout pour ces gars-là. Donc, c'est vrai qu'on est satisfait du staff qui a encadré les IHF et des autres staffs aussi qui encadrent les autres sélections. Mais on a du travail pour effectivement encore avoir davantage de cadres, davantage de formation et surtout davantage d'arbitres de qualité. Très bien, Richard, on va dire un petit mot sur la suite parce qu'on a d'autres choses aussi donc à mettre en avant puisqu'il faut parler des tableaux, les tableaux de ce week-end. Oui, on va commencer. Pardon. On va commencer déjà par le football féminin, la régionale féminine. Donc, on va disputer la 15e journée. On va voir les différentes rencontres. Voilà. Là, nous sommes dans la poule régionale. Non, simplement la poule. Bon, on va le garder, hein, on reste dans la poule régionale, la poule A. On a le classement, à savoir l'US Camboefort, qui est donc premier devant la S-Moule, deuxième, et puis troisième, le Zénith de Monalo qui occupe la troisième place avec 64 points, ferme la marche, l'USCB avec 29 points. Si on pouvait voir quand même le match, donc la poule A, Régional 2, la S-Moule qui sera opposée, c'est juste une mise à jour concernant le calendrier, donc la S-Moule qui sera opposée à la Résistance, et cette rencontre va se disputer demain soir, demain soir.
Et le lendemain, c'est-à-dire le dimanche, c'est bien l'US Cambourfort qui va rencontrer l'Éclair et ce sera à 16h sur le Marc Capester. Donc alors le classement concernant la poule régionale 2 avec l'Amicale de Marie-Galante qui caracole en tête avec un total de 71 points, juste devant le Cygne Noir de Basse-Terre, 54. Troisième, l'AS Drago avec le même nombre de points. Quatrième, le CS Briantais avec 48 points. Et ferme la marche, l'Intrépide de Sainte-Anne, 21 points. On va voir évidemment les rencontres. La rencontre, tout simplement, eh bien, ce sera demain après-midi, l'AC Saint-Aubert qui sera opposé au CA Marquisa. La Coupe SEM patrimoniale. La Coupe SEM patrimoniale, donc région Guadeloupe 2023, donc des rencontres qui vont commencer dès ce soir, puisque on a à Bémao à 20h la Red Star, donc match qui a déjà commencé, qui sera opposé au Racing. Suite donc de ces matchs de coupe, le 18 à 15h30 le Capester, l'USCB sera opposé à la Jeunesse Évolution. Le dimanche 19 à 15h à Capester de Marie-Galante, cette fois l'Amicale va accueillir le CSC. Et puis donc les autres rencontres auront lieu la semaine prochaine avec donc le 22 à 20h à Bouillante, la Résistance sera opposée au Sporting. Le 25 à 15h30 à Rivière-des-Pères, la Gauloise sera opposée à Dynamo. Le 29 à 20h au Moule, le CSM va accueillir l'Étoile. Belle affiche pour donc cette rencontre. Et puis donc toujours le 29 à 20h à Vieux Habitants, la JSVH va accueillir l'US Cambrefort. Et puis donc le 12 avril, dernier match donc pour cette coupe à 20h à Bémao, la Solidarité Scolaire qui sera opposée à l'USBM. Les autres tableaux, ça concerne les prix d'armes, avec toujours la mise à jour, le Sporting qui sera opposé au Dynamo. C'est une rencontre qui s'est déroulée déjà, qui s'est disputée. Ça, c'était le 15 mars. 2-1 pour le Sporting face au Dynamo. Et puis ce soir, à 20h30, on aura droit à un CERFA face à Lao Goubert. Et la troisième rencontre, eh bien, la JSVH qui va rencontrer le Stade Lamantinois. Et ça va se passer demain après-midi, en tout cas demain après-midi, demain soir précisément, à 20h. Et ce sera au stade de la Rivière-des-Pères. On est passé au hand justement, donc comme je vous disais, avec le programme donc de la Super Coupe Antilles, comme on vous l'a dit, donc demain soir à un petit canal, 18h30 Zionla HBF contre l'Entente, donc c'est l'Entente. Des aises gauloises. Voilà. Et écrit comme ça, franchement. Oui, il faut le deviner. Et à 20h30, donc à l'Intrépide, donc handball qui sera opposé au FR Roche Carré. Donc bien sûr, vous attendez beaucoup de monde. Hein. Il va y avoir de l'ambiance. Oui, on espère bien. On invite en tout cas tout le monde à être présent, à venir supporter la jeunesse. Ah, oui. Et on fera la présentation de ces jeunes entre les deux matchs. Ils vont juste être présentés avec le staff. Et voilà, on espère bien les récompenser un peu mieux par la suite. Mais là, demain, simplement, que le public puisse les voir. Alors, au match aller, il faut savoir que les filles ont perdu. Exactement. Et que les garçons, justement, se sont imposés. Voilà. La tendance peut être inversée. On espère que la tendance sera inversée pour les filles et que les garçons vont continuer le résultat. Alors, on enchaîne rapidement sur donc il y avait une mise à jour en milieu de semaine donc du calendrier donc justement en hand et donc l'Intrépide s'est imposé face à la JSA 36 à 31, la ZUP s'est imposée également face à l'Étoile 26 à 20 et l'ACB s'est imposé s'est incliné 23 à 30 face à la JTR. Peut-être le volley, le basket. Le basket. Donc, en milieu de semaine, le Pôle Espoir s'est imposé face à l'USR 45 à 30. La rencontre entre l'USR et la MJCA sera reportée ce week-end. Elle n'aura pas lieu demain. Et donc, il y aura un seul match à jouer ce week-end au niveau des filles. C'est le Cygne Noir qui va accueillir le BMBC. La rencontre aura lieu au gymnase de Baïf. Chez les hommes, Richard ? Eh bien, chez les hommes, il faut savoir que le mercredi dernier s'est disputé le match à Auger, l'Étoile de l'Ouest. Victoire des Pointes-Noiriens sur le score de 62 à 59.
Et puis ce soir, demain soir plutôt, La Roger qui sera opposé à la MJCA, ça va se passer au gymnase de Goubert. Le New Star qui va rencontrer le Cygne Noir, ça va se passer à Fouillol. Le GGB face à l'USR, demain soir, ce sera au Gosier, au Palais des Sports de Gosier. Le GIX face à l'AS Vatable, ça va se passer au gymnase du Moule, demain soir 20h. Le BMBC qui va rencontrer le Flyer au gymnase de Valais-Olamy, et ça va se passer évidemment demain soir à Bémaro. Dernière rencontre, Banilo face à l'Étoile de l'Ouest. Ce sera donc le 18 à 20h, et ça va, oui, c'est à déterminer. C'est à déterminer, puisqu'on en parlait, petit problème d'infrastructure, donc le Banilo qui n'a pas encore donné son lieu de rencontre. Alors, l'Étoile de l'Ouest occupe la première place avec un total de 34 points, devant le Cygne Noir, deuxième, 30 points également pour La Roger qui est troisième, quatrième c'est le New Star, 26 points, et puis ferme la marche, c'est l'AS Vatable, avec un total de 16 points, l'AS Vatable qui occupe la 12e place. Le volley, Richard. Puisque ce sera la 18e journée, l'Arsenal qui sera opposé au GUC volley. Ça va se passer à Petit-Bourg, au gymnase Loa Flessel. À Force-Saint-Fleuret, le Racine Beach face à l'Étoile. Donc c'est ce soir. Ce soir. Et puis demain soir, 19h, le CMVGB, ça va se passer à Gambourg, qui va rencontrer l'US Goyave. Chez les hommes, donc toujours 18e journée, l'Arsenal qui effectivement est opposé au GUC volley. La rencontre aura lieu à 21h30 ce soir. 22h30 ce soir pour Racing Beach Étoile chez les hommes. CMGVB, ce sera demain à partir de 21h30 contre l'US Goyave, et la rencontre aura lieu à Grandbourg. Le Fumerol va accueillir dans son gymnase à Saint-Claude de Daniel Cassin l'ESM, et ce sera toujours ce samedi à 20h. Et l'UFM va accueillir à l'UFM le Colonial, donc à 19h30. Oui, Jordan, on fait vite, parce que c'est l'heure. Et donc, on n'aura pas le temps de tout dire. Juste un mot pour vous dire qu'également, ce week-end, il y a donc le Grand Prix de la sécurité routière. Donc là, on parle de vélo. Et là, vous voyez l'étape de dimanche qui sera donc diffusée sur l'antenne de Canal 10 dimanche soir à partir de 19h30. Bien sûr, ce sera avec Pascal. Et Pascal, donc, qui est sur le prologue de ce soir, et c'est Ronald Gérant du CSCA qui s'est imposé sur ce prologue. Bien sûr, vous pourrez avoir un maximum d'infos sur l'antenne de Canal 10 pour ce Grand Prix. Et comme je vous l'ai dit, dimanche, vous pourrez suivre en intégralité la dernière étape de ce Grand Prix. Voilà, on s'excuse pour le retard, Jordan. Désolé. Merci à vous d'être venus. Merci pour votre bonne humeur. Bravo encore, messieurs. Bon vent, bonne route. Et puis on se reverra, je pense, sur les terrains. Et avec des futurs professionnels. Voilà, Richard. Avec plaisir. Donc, merci en tout cas de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain soir pour le hand, dimanche pour le vélo. D'ici là, allez encourager les sportifs comme d'habitude. Bien sûr, allez les applaudir, suivez-les, faites-vous aussi du sport. Mais en tout cas, bougez-vous. Et donc, nous, on se retrouve lundi ensuite avec Pascal et Richard dans Challenge Sport 10. Et puis, vendredi prochain pour un nouveau rendez-vous de Sport 10. Voilà, vous savez tout. Bon week-end à tous et bonne soirée. Bonsoir. Walk them live.